Briser une femme ne la détruit pas. Parfois, cela la transforme simplement en quelque chose de bien plus fort. C'est ce que Lydia a déclaré au tribunal, en regardant dans les yeux l'homme qui avait juré de l'aimer. Le même homme qui, quelques minutes auparavant, implorait sa clémence. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là, ce qui s'est passé lorsqu'il a découvert qu'elle savait tout, personne ne s'y attendait. Julia n'est pas comme ça. Elle danse pour moi. Elle est tout ce que tu as cessé d'être. Sa voix résonna dans la salle d'audience. Mais ce n'était pas tout ce qui était enregistré. Il y avait quelque chose de bien pire dans ce téléphone. Quelque chose qui allait tout changer. Quelque chose qui allait transformer un divorce en tentative de meurtre. Et vous découvrirez exactement ce que c'était dans un instant. Mais d'abord, si vous aimez les histoires vraies qui montrent comment des gens ordinaires trouvent une force extraordinaire, abonnez-vous à la chaîne. Ce que vous allez entendre vous laissera sans voix. Et je vous garantis que vous aurez envie de le regarder à chaque seconde. Revenons au début. 4 ans avant cette date d'audience. Lydia était une femme douce, respectée dans la communauté, mère de 3 enfants, Chidi, 16 ans, Ngozi, 13 ans, et Zara, 8 ans. Professeure de littérature dans une école publique de Lagos, elle était le genre de personne que tout le monde admirait. Toujours gentille, toujours prête à aider. Son mariage avec Samuel semblait parfait aux yeux de tous. Il était directeur dans un cabinet d'avocats, elle était enseignante. Une famille de la classe moyenne avec des projets, des rêves, un foyer modeste mais aimant. Jusqu'à cette nuit pluvieuse. C'était un mardi comme les autres. Lydia était restée tard à l'école, corrigeant les devoirs de ses élèves de CE2. C'était son habitude, elle prenait son travail au sérieux et souhaitait que chaque élève reçoive un retour détaillé. Il était presque 22 heures lorsqu'elle rangea enfin ses devoirs dans son sac et se dirigea vers sa voiture. La route pour Ibadan était sombre, la pluie tombait à verse et la visibilité était quasi nulle. Elle se souvient avoir vu les phares du camion. Elle se souvient avoir freiné brusquement. Et elle se souvient que les freins ne fonctionnaient plus. La voiture continuait de glisser, de plus en plus vite, jusqu'à percuter le flanc du camion. L'impact fut brutal. Le bruit du métal se brisait, du verre explosait, puis le silence. L'obscurité totale. Lydia s'est réveillée 3 semaines plus tard à l'hôpital général de Lagos. Samuel était à son chevet, lui tenant la main, les yeux rougis par les pleurs. Du moins, c'est ce qu'il semblait. « Dieu merci, tu es en vie », dit-il en l'embrassant sur le front. « J'ai cru te perdre. » Les médecins arrivèrent peu après, 2 neurologues et un orthopédiste. Le diagnostic était clair, une lésion médulaire de stade T12. Elle ne remarcherait plus jamais. Le fauteuil roulant la suivrait jusqu'à la fin de ses jours. Lydia n'a pas pleuré à ce moment-là. On était encore en train de digérer la situation. Le choc, les médicaments, la douleur qui palpitait encore dans chaque partie de notre corps. Ce sont les enfants qui nous ont fait craquer. Quand Chidi, Ngozi et Zara sont entrés dans la chambre et ont vu leur mère sur ce lit, reliée à des tubes et des machines, elles n'ont pas pu retenir leurs larmes. Et c'est là, en voyant leur souffrance, que Lydia a compris l'ampleur de ce qui s'était passé. Sa vie avait changé à jamais. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Réapprendre à tout faire. Se laver assise. S'habiller avec de l'aide. Dépendre de quelqu'un pour aller aux toilettes. La perte d'autonomie a été comme une seconde mort. Mais Lydia est une battante. Elle a suivi une kinésithérapie avec ferveur. Elle a appris à manœuvrer la chaise toute seule. Elle a repris l'enseignement, même si elle avait désormais besoin d'une rampe pour entrer dans l'école. Et Samuel ? Au début, il semblait être le mari parfait. Il l'aidait à la kinésithérapie, la poussait, souriait aux voisins lorsqu'il lui disait combien il était dévoué. « Tu as de la chance d'avoir un mari comme ça », disait-il. Beaucoup d'hommes seraient partis. Et Samuel adorait cette image. Le mari héros. L'homme resté. Mais seul à la maison, loin du regard des voisins, son sourire s'estompait. Les premières insultes furent subtiles. « Tu fais vraiment de ton mieux en kinésithérapie. » D'autres personnes avec des blessures plus graves ont remarché. « Peut-être si tu faisais plus d'efforts. » Comme si sa douleur était due à la paresse. Comme si la chaise était un choix. Comme si elle ne se réveillait pas chaque matin en souhaitant retrouver ses jambes. Puis vinrent les lundis. Chaque lundi, sans exception, Samuel rentrait du travail avec une apparence différente. Son regard était froid, sa mâchoire serrée, l'odeur caractéristique du whisky persistant sur sa chemise. Les enfants apprirent à reconnaître ce schéma. Chidi, l'aîné, développa une sorte de système d'alerte. Dès qu'il entendait la voiture de son père s'engager dans l'allée, il appelait ses sœurs, « Va dans ta chambre. » Tout de suite. Et elle obéissait sans poser de questions, car elle savait ce qui allait suivre.
Lydia essayait de se préparer. Il gardait le dîner au chaud, même s'il était déjà froid à force d'attendre. Il souriait, même si intérieurement il était terrifié. Et il nourrissait l'espoir absurde que peut-être, juste peut-être, cette fois-ci serait différente. Mais ce ne fut jamais le cas. Il franchirait la porte en trombe. « Regarde-toi » hurlerait-il en désignant la chaise. « Tu ne peux même pas marcher. C'est quoi ce genre de femme ?» Puis il pousserait violemment sa chaise, la projetant contre le mur. La première fois que c'est arrivé, Lydia a crié. Mais avec le temps, elle a appris à se taire. Crier ne faisait qu'empirer les choses. Les enfants observaient en silence depuis l'escalier. Chidi tenait Ngozi, qui tenait Zara. Tous trois se tenaient la main, essayant de ne pas faire de bruit, de se rendre invisibles. Lydia les pressait sans cesse de monter. « Dormez, mes amours. Tout va bien. » Mais ils savaient que ce n'était pas le cas. Et cela les détruisait intérieurement. Une fois seul, Samuel se transforma. Ou peut-être était-ce lui-même, et tout ce qui était auparavant n'était qu'un masque. Il jeta son assiette par terre. Une nourriture que Lydia avait préparée avec tant de soin, même si cuisiner assis était difficile. « C'est ta faute » hurla-t-il. « À cause de toi, ma vie est devenue un enfer. Je pourrais faire n'importe quoi, mais je suis coincée ici, à prendre soin de toi. » Lydia, la voix brisée, répondit ce qu'il voulait entendre, « Je suis désolée. » Mais ces mots ne firent qu'attiser le feu. « Tu es désolée ? Tu ne ressens rien. Tu sais ce que c'est que d'avoir une femme qu'on pousse aux toilettes ? Tu sais ce que ça fait d'entendre les autres dire que je suis mariée à un fardeau ? Tu sais ce que ça me fait ? » Et puis, ce lundi-là, presque un an après l'accident, il buvait plus que d'habitude. Les mots sortaient sans filtre, sans ménagement. « Julia n'est pas comme ça. Elle danse pour moi. Elle rit à mes blagues. Elle me donne l'impression d'être un vrai homme. Elle est tout ce que tu as cessé d'être. » Le nom fit l'effet d'une bombe dans le silence de la pièce. Julia. Il avait prononcé ce nom. Après des mois de suspicion, d'odeurs étranges sur ses chemises, de mensonges sur les heures supplémentaires au bureau, d'appels téléphoniques auxquels il répondait dans le jardin, il l'avait confirmé. Il y avait une autre femme. Lydia sentit quelque chose se briser en elle. Mais en même temps, quelque chose de plus fort naquit. Ce n'était plus de la douleur. C'était une froideur calculée. Une clarté absolue. Elle regarda Samuel, qui titubait déjà vers la chambre, et prit une décision. Elle ne pleurerait pas. Elle ne supplierait pas. Elle ne s'abaisserait pas. Elle se vengerait. Mais pas n'importe comment. Elle détruirait cet homme de la manière la plus froide, la plus méthodique et la plus dévastatrice possible. Quand Samuel s'est finalement évanoui sur le lit, encore habillé, ronflant bruyamment, Lydia a attrapé son téléphone. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a ouvert l'application d'enregistrement. Et elle a appuyé sur le bouton rouge. À partir de ce moment, chaque mot prononcé par Samuel serait enregistré. Chaque insulte. Chaque menace. Chaque aveu. Les semaines suivantes furent un véritable drame. Lydia devint l'actrice principale de sa vie. Le jour, elle était l'épouse soumise. Elle souriait quand il rentrait. Elle le remerciait quand, rarement sobre, il roulait sa chaise dans le salon. Elle cuisinait ses plats préférés. Elle s'enquérait de son travail avec un intérêt fin. Et chaque lundi, elle cachait son téléphone portable sous le coussin de la chaise, enregistrant. « Tu es un poids mort dans cette maison. Les enfants ont honte de toi. J'ai honte de toi. » Enregistré. « Tu aurais dû mourir dans cet accident. Ça aurait été plus facile pour tout le monde. » Enregistré. « Julia me fait me sentir vivante. Tu me donnes juste l'impression d'être piégée, comme si je purgeais une peine à perpétuité. » Enregistré. Semaine après semaine, le dossier de preuves s'accumulait. Lydia classait tout dans des dossiers sur son téléphone. Chaque enregistrement était étiqueté avec la date, l'heure et la durée. Elle montait un dossier. Et elle savait qu'il devait être parfait, car Samuel avait des relations. Il travaillait avec des avocats. Il connaissait des chefs de police. Il avait de l'influence dans la communauté. Si elle le dénonçait sans preuve suffisante, il s'enfuirait. Et pire encore, il pourrait lui enlever ses enfants. C'est alors que Lydia appela Neka. Elles se connaissaient depuis l'âge de 15 ans. Elles avaient été camarades de classe, demoiselles d'honneur et marraines. Neka était professeure de mathématiques dans une autre école, mais surtout, elle était la seule personne en qui Lydia avait entièrement confiance. Lorsque Neka décrocha et entendit la voix de son amie, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « J'ai besoin de ton aide », dit Lydia d'une voix différente. Plus dure. Plus déterminée. Elles se retrouvèrent le lendemain dans un café discret.
Lydia fit écouter à Neka quelques enregistrements. À chaque phrase prononcée par Samuel, le visage de Neka rougissait de colère. À la fin de l'enregistrement, elle frappa la table du poing. « Allons voir la police. Tout de suite. » Mais Lydia secoua la tête. « Non. Pas encore. Il a de l'influence. Si je le signale maintenant, il trouvera un moyen de renverser la situation. Il dira que j'invente tout, que les enregistrements sont faux, que je suis une épouse pleine de ressentiment. Et sa famille? Ils essaieront de me prendre mes enfants. Une femme en fauteuil roulant contre une famille d'avocats? Je ne peux pas prendre ce risque. » « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda Neka. Lydia se pencha en avant, les yeux brillants d'une intensité effrayante. « Je veux le détruire complètement. Je ne veux pas juste me sortir de cette situation. Je veux qu'il perde tout. Son travail, son argent, sa réputation, sa liberté. Je veux qu'il ressente ce que c'est que de toucher le fond. Et pour ça, il me faut plus que des enregistrements. » C'est Neka qui a eu cette idée brillante. L'argent. Il le dépense pour quelque chose. Cette Julia n'est pas avec lui par amour. Il faut toujours suivre l'argent, Lydia. Et ce fut comme si une lumière s'était allumée dans la tête de Lydia. Bien sûr. L'argent. Samuel avait toujours été vague sur ses finances. Il disait toujours « économiser pour l'avenir des enfants » lorsqu'elle l'interrogeait sur ses relevés bancaires. Mais elle n'avait pas vu un centime déposé sur le compte épargne de ses enfants depuis des mois. Cette nuit-là, alors que Samuel dormait profondément après un autre lundi arrosé, Lydia prit son ordinateur portable. Elle connaissait le mot de passe, il n'avait jamais pris la peine de le changer. Pourquoi l'aurait-elle fait? Il la croyait inoffensive. Une femme brisée, dépendante et impuissante. Mais il se trompait lourdement. Lydia accéda au compte bancaire commun. Et ce qu'elle vit la laissa sans voix. Le solde était bien inférieur à ce qu'il aurait dû être. Et lorsqu'elle commença à consulter l'historique des transactions, la tendance devint évidente. Des virements. Énormes. Réguliers. Tous à destination d'une entreprise appelée J Enterprises. Elle nota tout. Date, montant, numéro de compte de destination. En faisant le total, elle fut stupéfaite. Plus de 7 millions de Naira avaient été transférés au cours des 18 derniers mois. 7 millions. C'était presque tout ce qu'ils avaient économisé pendant leur mariage. L'argent qui devait payer les études supérieures des enfants. L'argent qui devait assurer leur avenir. Tout cela allait à J Enterprises. Julia. Ça devait être Julia. Samuel finançait toute sa vie avec l'argent de la famille. Lydia ressentit une colère qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Mais elle prit une grande inspiration, ferma son ordinateur et retourna se coucher. Il n'était pas encore temps d'agir. Elle avait besoin de preuves supplémentaires. Des preuves irréfutables. Le lendemain, Lydia raconta tout à Neka. Et Neka, comme toujours, avait un plan. Je connais quelqu'un qui travaille à la banque. Une femme nommée Folak. Elle a vécu une expérience similaire il y a quelques années. Un mari violent qui cachait de l'argent. Elle a réussi à s'en sortir, a reconstruit sa vie, et maintenant, aide discrètement d'autres femmes. Neka organisa une rencontre discrète entre Lydia et Folak. Elles se retrouvèrent dans un petit restaurant, loin du quartier de Lydia. Folak était une femme élégante d'une quarantaine d'années, avec une fine cicatrice au sourcil qui en disait long sur son passé. Lorsque Lydia lui expliqua la situation, Folak acquiesça simplement. « Je ferai ce que je peux. Mais cela prendra quelques jours. » 3 jours plus tard, Folak se présenta chez Lydia pendant que Samuel était au travail. Elle portait une épaisse enveloppe. « Ce n'était pas facile, mais j'ai réussi. » À l'intérieur se trouvaient les copies de tous les relevés bancaires des 2 dernières années. Chaque transaction documentée. Chaque virement surligné. Et ce n'était pas tout. Folak avait trouvé quelque chose que même Lydia n'avait pas prévu. Il a utilisé une partie de cet argent comme acompte pour un bien immobilier, expliqua Folak en montrant les documents. Un appartement de luxe sur l'île Victoria. Ocean View Residence. Bloc 7, appartement 3. Estimé à plus de 20 millions de Naira. Lydia regarda ses papiers comme si elle voyait un trésor. Car c'était bien de cela qu'il s'agissait. Un trésor. Des preuves. Des munitions. Samuel avait acheté un appartement à son insu, avec l'argent de leur conjoint. C'était une fraude conjugale. C'était un crime. Il y a autre chose, dit Folak. L'appartement est au nom d'une certaine Julia Nwanko. Mais l'argent vient de votre compte. Il a en fait offert un appartement à sa maîtresse avec l'argent de sa femme. Lydia ressentit un mélange de douleur et de triomphe.
Douleur parce que la trahison était encore pire qu'elle ne l'avait imaginé. Triomphe parce qu'elle avait désormais tout ce dont elle avait besoin. Merci, Folak. Tu ne sais pas à quel point c'est important. Folak prit la main de Lydia. Je sais exactement à quel point c'est important. J'ai été à ta place. Et je peux te dire une chose, tu en sortiras plus forte. Mais tu dois être stratégique. Ne le laisse pas savoir que tu sais. Et Lydia ne le laissa pas faire. Les jours suivants, elle continua sa mascarade. Elle sourit à Samuel. Elle le remercia pour ses rares moments de gentillesse. Elle fit semblant de croire à ses mensonges sur les réunions qui se prolongeaient en retard. Elle lui laissa croire qu'elle avait encore le contrôle. Qu'elle était toujours l'épouse brisée et dépendante, sans choix. Samuel y croyait tellement qu'un jeudi, il rentra tôt, sans une odeur d'alcool, et fit une annonce. « Je t'emmène à Dubaï pour Noël », dit-il avec un sourire de père de l'année. Les enfants méritent de découvrir le monde. On logera dans un hôtel 5 étoiles, on fera du shopping, on verra le Burj Khalifa. Les enfants étaient tout excités. Chidi, Ngozi et Zara ont commencé à parler de tout ce qu'elles voulaient faire. Mais Lydia s'est contentée d'un sourire tendre. « Tu es géniale, ma chérie. Les enfants vont t'adorer. » Elle se demandait intérieurement, « Avec quel argent ? Celui que tu nous as volé, ou celui que tu comptes encore voler ?» Le dimanche suivant, Samuel partit tôt. « Réunion de travail importante », dit-il en enfilant sa plus belle chemise. « Je risque d'être en retard. » Lydia attendit que sa voiture disparaisse au coin de la rue. Puis elle décrocha le téléphone. « Neka. Aujourd'hui. On doit y aller aujourd'hui. » 40 minutes plus tard, Neka était à la porte avec un taxi. Elle aida Lydia à monter, plia le fauteuil roulant et le rangea dans le coffre. « Tu es sûre ? » demanda Neka. Lydia acquiesça. « Je le suis. J'ai besoin de voir ça de mes propres yeux. J'ai besoin qu'elle sache que j'existe. » Le trajet jusqu'à l'île Victoria se fit en silence. Lydia regardait par la fenêtre, observant la gosse défiler dans un flou. Était-elle nerveuse ? Oui. Effrayée ? Oui. Mais plus forte que toute autre émotion, c'était la détermination. Elle regarderait dans les yeux la femme qui avait contribué à détruire sa famille. Et elle ferait comprendre à Julia qu'il y aurait des conséquences. La résidence Ocean View était exactement ce que son nom promettait. Un immeuble moderne de 15 étages avec une façade en verre réfléchissant, une élégante réception et des jardins bien entretenus. C'était le genre d'endroit où Lydia et Samuel avaient rêvé de vivre un jour, lorsqu'ils auraient économisé suffisamment d'argent. Samuel y était parvenu. Mais ce n'était pas pour vivre avec elle. L'agent de sécurité à l'entrée regarda Lydia en fauteuil roulant et Neka. Il parut perplexe. « On peut vous aider. » Neka, avec une assurance impressionnante, répondit. On visite l'appartement 3 du bloc 7. Le propriétaire attend. L'agent vérifia une liste. Son nom. Neka Okafor, mentit Neka sans sourciller. Elle nous a demandé de monter directement. L'agent de sécurité, sans se douter de rien, lui fit signe de la main. Vous pouvez y aller. Ascenseur à gauche. Dans l'ascenseur, tandis qu'il montait, Lydia serrait fermement les accoudoirs de son fauteuil. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que Neka l'entendait. « Respire, dit Neka. Tu fais ce qu'il faut. »« Je sais, » répondit Lydia. « Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. » Le couloir du 7e étage était silencieux, une épaisse moquette étouffant tous les bruits. Porte numéro 3. Lydia fixait cette porte et repensait à tout ce qui s'était passé. Tout ce que cet homme avait fait. Tout ce qu'elle avait perdu. Et puis Neka sonna. Des pas légers s'approchèrent. La porte s'ouvrit. Et elle était là. Julia Nwankwo. La femme était jeune, pas plus de 25 ans. Peau claire, cheveux longs et raides tombant sur ses épaules, elle portait une robe coûteuse que Lydia avait reconnue d'une boutique où elle avait elle-même fait ses courses avant l'accident. Julia la regarda avec confusion, puis avec impatience. « Qui êtes-vous ? Si vous êtes vendeuse, ça ne m'intéresse pas. » Lydia prit une grande inspiration. Puis, d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru, elle dit « Je suis la femme de Samuel. » Le visage de Julia changea du tout au tout. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle recula d'un pas, la main toujours sur la poignée de porte. « Vous êtes l'utilisatrice de fauteuil roulant. » La façon dont elle le disait. Pas avec pitié. Avec mépris. Comme si Lydia était une chose, pas une personne. Lydia sentit son sang bouillir, mais elle garda son calme. « Je m'appelle Lydia », corrigea-t-elle en la regardant droit dans les yeux. « Et vous devez être Julia. » Julia ne répondit pas. Elle resta plantée là, bloquant l'entrée,
visiblement sous le choc. Ce fut Neka qui s'emporta. On entre, ou tu préfères avoir cette conversation dans le couloir, où tous les voisins peuvent entendre. Parce que je peux parler fort si nécessaire. Julia hésita. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour vérifier si quelqu'un d'autre se trouvait dans le couloir. Puis, à contre-cœur, elle ouvrit grand la porte et entra. L'appartement était exactement comme Lydia l'avait imaginé. Des meubles en bois sombre de luxe. Un canapé en cuir italien. Des sols en marbre luisaient sous la lumière naturelle qui entrait par les baies vitrées donnant sur l'océan. Des œuvres d'art moderne au mur. Et des photos. Beaucoup de photos. Samuel et Julia à Abuja, avec ASO Rock en arrière-plan. Samuel et Julia dans un restaurant chic, trinquant au champagne. Samuel et Julia sur la plage, lui torse nu, elle en bikini, tous deux riant comme s'ils formaient le couple le plus heureux du monde. Chaque photo était un coup de poignard dans le cœur de Lydia. Mais elle n'allait pas donner à Julia la satisfaction de la voir pleurer. Et puis Lydia vit quelque chose qui lui glaça le sang. Sur la table basse, un coffret à bijoux ouverts. Et à l'intérieur, un collier de perles. Pas n'importe lequel. C'était le collier. Les perles que Samuel avait offertes à Lydia pour leurs 10 ans de mariage, en disant qu'elles appartenaient à sa grand-mère, un héritage familial. Les mêmes perles qui avaient mystérieusement disparu 6 mois après l'accident. Samuel raconta que la maison avait été cambriolée, que les voleurs n'avaient emporté que ça. Il a dit qu'elles avaient été volées, murmura Lydia en désignant le collier d'un doigt tremblant. Julia suivit son regard, et comprenant ce que Lydia voyait, referma rapidement la boîte. Il me les a offertes. Après me les avoir volées, répondit Lydia d'une voix glaciale. Ces perles appartenaient à ma grand-mère. Il t'a menti, tout comme il m'a menti. Julia croisa les bras, adoptant une posture défensive. Que veux-tu? Pourquoi es-tu venue ici? Pour me faire culpabiliser? Pour essayer de me convaincre de rompre avec lui? Lydia laissa échapper un rire amer. Rompre avec lui? Chérie, tu peux rester avec lui. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Alors pourquoi es-tu là? Lydia se pencha en avant sur sa chaise. Ça fait combien de temps? Julia hésita. Est-ce important? Ça m'importe. Il y eut un long silence. Julia détourna le regard, fixant le sol en marbre. Finalement, elle soupira. 2 ans. Peut-être un peu plus. Lydia fit le calcul mental. 2 ans. L'accident s'était produit 4 ans plus tôt. Il me trompait donc déjà quand je pouvais encore marcher. Quand je pouvais encore danser avec lui dans le salon. Quand j'étais encore utile. Julia refusait toujours de la regarder. Il a dit que tu le trompais. Que l'accident était de ta faute. Que tu revenais de chez un autre quand la voiture a eu un accident. Et voilà. Le mensonge qu'il avait inventé. Lydia rit de nouveau, mais sans humour. Je revenais de l'école où je travaille depuis 15 ans. J'étais restée éveillée tard pour corriger des copies. Mais bien sûr, il t'a inventé une histoire. Il l'a inventée pour te déculpabiliser. Pour te justifier. Julia regarda enfin Lydia. Et pour la première fois, une pointe de doute apparut dans son regard. Il a menti. Il nous a menti à toutes les deux, Julia. Et il continue de mentir. Mais maintenant, il va avoir ce qu'il mérite. C'est à ce moment précis que le téléphone de Neka vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et son visage pâlit. Lydia. Sa voiture. Le portier vient d'envoyer un SMS. Il vient d'entrer dans l'appartement. Le monde s'arrêta un instant. Puis tout s'accéléra. Le sang de Lydia se glaça, mais c'est le visage de Julia qui révéla quelque chose de bien plus troublant. Elle n'était pas seulement surprise. Elle était terrifiée. Terrifiée. Tu dois y aller, dit Julia d'une voix tremblante. Maintenant. Il ne peut pas te voir ici. S'il te plaît. Tu ne comprends pas. Neka s'était déjà mise en mouvement, poussant la chaise de Lydia vers la porte. Mais Lydia attrapa les roues, l'arrêtant. Elle regarda Julia, la peur sincère dans ses yeux. Pourquoi as-tu si peur? Il te frappe aussi? Julia ne répondit pas. Mais ses gestes en disaient long. Elle releva la manche de sa robe, révélant une marque violette sur son bras. Une marque violette en forme de doigt. Quelqu'un lui avait serré le bras fort. Puis elle tourna légèrement le visage, et Lydia la vit. Près de son œil, dissimulée par des couches de maquillage, une légère trace violette, mais reconnaissable entre mille. Quand il boit, il empire. Bien pire. La voix de Julia était à peine un murmure. Et Lydia comprit tout à cet instant. Samuel n'était pas un homme qui avait changé à cause de l'accident.
Il avait toujours été violent. Toujours contrôlant. Toujours un monstre. L'accident lui avait juste fourni une excuse pratique pour se démasquer chez lui. Et Julia? Julia était une autre victime. Peut-être encore plus piégée que Lydia, car au moins Lydia avait les enfants, elle avait Neka. Qu'avait Julia? Un appartement qui n'était pas le sien, une vie financée par de l'argent volé et un homme qui la battait. Viens avec nous, dit Lydia, et c'était une offre sincère. Ce n'est pas une fatalité. Mais Julia secoua la tête. Je ne peux pas. Il a payé mes études. Il paie tout ici. Ma famille ne sait même pas que je vis avec un homme marié. Si je pars, je n'aurai nulle part où aller. Je n'aurai plus rien. Tu as ta vie. Et elle vaut plus que n'importe quel appartement. Mais pas le temps de philosopher. L'ascenseur fit un bruit. Digne. Quelqu'un montait. L'escalier, dit Julia en désignant une porte au bout du couloir. Maintenant. Neka n'attendit pas 2 fois. Elle poussa la chaise de Lydia d'un pas rapide, presque en courant. Elles étaient sorties de l'appartement quelques secondes avant que l'ascenseur ne s'ouvre. La porte de la cage d'escalier était lourde, mais Neka l'ouvrit avec une force qu'elle ignorait. Ainsi commença la descente la plus stressante de leur vie. Descendre cet étage en fauteuil roulant avec Lydia à l'intérieur n'était pas chose facile. Mais l'adrénaline aidait. Depuis le couloir, à travers les murs, ils entendaient encore la voix forte et irritée de Samuel. « Julia. Je suis là. Où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone ?» Et puis le bruit d'un bris. Du verre qui vole en éclats. Un cri étouffé. « Julia. » Lydia serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. « On doit l'aider, » murmura-t-elle. Mais Neka continua de descendre. « On ne peut pas. Pas maintenant. S'il te voit ici, tout est perdu. Et alors, ni l'un ni l'autre n'obtiendra justice. » Neka avait raison. Lydia le savait. Mais entendre ce cri et ne rien faire était l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais eu à faire. Arrivés au rez-de-chaussée, ils sortirent par la sortie de secours à l'arrière du bâtiment. Le taxi attendait toujours. Le chauffeur l'aida à charger le siège auto dans le coffre, sans poser de questions. Il avait trop vu à la gosse pour être surpris par quoi que ce soit. Sur le chemin du retour, Lydia tenait l'enveloppe que Folak lui avait donnée. Les enregistrements de son téléphone portable. Les relevés bancaires dans l'enveloppe. Les reçus de l'appartement. Tout était là. Mais maintenant, elle avait quelque chose de plus. Elle avait vu la peur dans les yeux de Julia. Elle avait vu les bleus. Et cela confirmait tout. Samuel n'était pas seulement un traître. C'était un agresseur systématique. Un homme violent qu'il fallait arrêter. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Neka. Lydia regarda par la fenêtre la ville défiler. « Je vais trouver un avocat. Le meilleur que je puisse trouver. Et je vais le détruire. » Le lundi suivant, Lydia se réveilla avec une motivation renouvelée. Elle avait passé le week-end à se renseigner sur les avocats spécialisés en droit de la famille et en violence conjugale. Un nom revenait sans cesse, Adaez Okonkwo. Spécialisée dans la défense des femmes victimes de violences, elle affichait un taux de victoire impressionnant. Et surtout, elle avait été l'élève de Lydia 15 ans auparavant. Lydia se souvenait d'elle. Une jeune fille brillante et déterminée qui avait toujours promis d'étudier le droit pour aider les femmes comme sa mère, qui avait subi des années de maltraitance avant de pouvoir enfin se séparer. Et elle avait réussi. Elle avait obtenu son diplôme avec mention, s'était spécialisée et travaillait désormais au tribunal des affaires familiales de la gosse. Il y eut un silence. Un instant. L'attente sembla interminable. Puis une voix différente répondit. Plus jeune, plus ferme. « Professeur Lydia? C'est vraiment vous? » Adaez. « Mon Dieu. Professeur, j'ai tellement pensé à vous. Comment allez-vous? J'ai appris l'accident. » Lydia sentit les larmes lui monter aux yeux, mais les retint. « Adaez, j'ai besoin de votre aide. Professionnelle. » Le ton d'Adaez changea aussitôt. « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Et Lydia le fit. Pas tout, pas au téléphone. Mais ça suffit. Les violences. La trahison. L'argent détourné. Lorsqu'elle eut terminé, Adaez dit « Viens au bureau aujourd'hui. J'annulerai tout ce qu'il faudra. À 15 heures. Et apporte toutes les preuves que tu as. » À 15 heures précises, Lydia était dans le bureau d'Adaez. C'était un espace moderne, avec des étagères remplies de livres de droit, des diplômes alignés au mur et un grand bureau en verre. Adaez était devenue une femme remarquable. Sûre d'elle, élégante, avec la même flamme dans le regard qu'à l'adolescence. Elle aida Lydia à s'installer puis s'assit de l'autre côté du bureau. « Montre-moi tout. »
Lydia passa les 2 heures suivantes à tout lui montrer. Les enregistrements passèrent. La voix de Samuel résonna dans le bureau. « Tu es un poids mort. Tu aurais dû mourir dans cet accident. Julia me donne l'impression d'être vivante, tu me donnes juste l'impression d'être piégée. » À chaque phrase, le visage d'Adaez se faisait plus grave. Ses poings se serrèrent. À la fin de l'enregistrement, elle garda le silence un instant. Ce n'est qu'un des enregistrements. J'en ai 12 au total. 3 mois de lundi. C'est de l'or, professeur. C'est une preuve irréfutable de violence psychologique. Puis vinrent les relevés bancaires. Adaez les étala sur la table, marquant les virements au stylo. 7 millions de Naira. Virés à son insu. Du compte joint. Elle tapa sur la table. C'est une fraude conjugale. Il pourrait aller en prison pour ça. Et puis les documents de l'appartement. Adaez les lut attentivement, l'incrédulité grandissante sur son visage. Il a utilisé l'argent du compte joint comme acompte pour acheter une propriété à sa maîtresse. Et l'a enregistré à son nom. Elle regarda Lydia. « Professeur, avec ça, vous pouvez non seulement divorcer, mais aussi obtenir la garde exclusive des enfants, tous les biens du couple, et même le poursuivre pour agression et fraude. » Lydia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Un véritable espoir. « Il y a encore une chose, dit-elle. Julia. C'est aussi une victime. J'ai vu les marques. Il la frappe aussi. » Adaez se pencha en avant. Si elle accepte de témoigner, cela renforce considérablement le dossier. Cela révèle un comportement violent récurrent. Mais il faut qu'elle soit disposée. Pouvez-vous la convaincre? Je peux essayer. Ce soir-là, Lydia envoya un SMS au numéro de Julia, que Neka avait obtenu grâce à un contact. Le message était simple. Tu ne mérites pas de vivre dans la peur. Je peux t'aider. Mais tu dois être courageuse. Il n'y eut aucune réponse ce soir-là. Ni le lendemain. Lydia commença à penser que Julia avait bloqué le numéro, que sa peur de Samuel l'emportait sur tout désir de liberté. Mais 2 jours plus tard, un mercredi après-midi, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Lydia a répondu. Allô? Une voix basse et hésitante. C'est Lydia. Julia. Il l'a découvert. Je ne sais pas comment, mais il a découvert que tu étais là. Il a dit que si j'en parlais à qui que ce soit, il me tuerait. Et je le crois. Lydia sentit son cœur s'emballer. Julia, écoute. Il n'a de pouvoir que tant que tu as peur. Mais si nous nous unissons, si tu témoignes, il ira en prison. Et tu seras libre. Je ne sais pas si j'y arriverai. Tu peux le faire. Je sais que tu peux. Parce que je l'ai fait. Et je suis en fauteuil roulant. Si je peux l'affronter, tu le peux aussi. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Lydia entendait la respiration haletante de Julia. Puis, où est-ce qu'on se retrouve? Elles se donnèrent rendez-vous le lendemain dans un café discret. Julia apparut, portant de larges lunettes de soleil et un foulard sur la tête, comme si elle se cachait. Lorsqu'il s'assit à la table avec Lydia et Adaez et retira ses lunettes, les dégâts étaient visibles. Un œil au beurre noir qu'aucun maquillage ne pouvait complètement masquer. « Que s'est-il passé ?» demanda Lydia, même si elle connaissait déjà la réponse. « Il m'a demandé qui était venu dimanche. J'ai dit personne. Il a dit que le portier avait vu 2 femmes, dont une en fauteuil roulant. Il a fait le lien. » Julia essuya une larme. « Il m'a frappé. Il m'a traité de tous les noms. Il a dit que j'étais une catin, que je travaillais avec toi pour le détruire. » Adaez sortit un enregistreur. « Julia, avec ta permission, j'aimerais enregistrer ta déposition. Tout ce que tu me diras maintenant pourra être utilisé au procès. Seras-tu prête à témoigner? » Julia regarda Lydia. Il y avait de la peur dans ses yeux, mais aussi autre chose. De la détermination. « Je le suis. » Pendant les 2 heures qui suivirent, Julia lui raconta tout. Comment elle avait rencontré Samuel dans un bar 2 ans plus tôt. Comment il lui avait dit qu'il était séparé, que sa femme était violente. Comment il avait financé ses études de commerce. Comment il avait acheté l'appartement, pour eux. Comment tout était parfait au début, mais ensuite vint l'alcool. Les insultes. La première fois qu'il l'avait bousculé. La première fois qu'il l'avait giflé. Et comment, avec le temps, la situation avait empiré. Il a 2 visages, dit Julia. En semaine, c'est le charmant Samuel. L'homme qui apporte des fleurs, qui parle d'avenir. Mais le lundi, après être allé chez lui, chez toi, il revient différent. En colère. Ivre. Et c'est moi qui paie.
Adaez prit des notes frénétiques. Combien de fois t'a-t-il agressé physiquement? J'ai perdu le compte. Peut-être une vingtaine de fois l'année dernière. Tu as des photos des blessures? Julia secoua la tête. Il cassait toujours mon téléphone quand il s'énervait. Mais j'en ai gardé un. Un vieux téléphone dont il ignorait l'existence. Il y a des photos dessus. J'ai besoin de ce téléphone, dit Adaez. Julia promit de me l'apporter le lendemain. S'appuyant sur le témoignage de Julia, les enregistrements de Lydia, ses relevés bancaires et les documents de l'appartement, Adaez a monté un procès dévastateur. Elle a demandé le divorce pour adultère et violence. Elle a demandé la garde exclusive des enfants. Elle a déposé une demande d'ordonnance restrictive. Elle a réclamé le partage des biens avec compensation pour les 7 millions détournés. De plus, elle a porté plainte pour agression, menace et fraude conjugale. L'assignation à comparaître fut signifiée à Samuel au sein même du cabinet où il travaillait. Devant ses collègues. Devant son patron. L'humiliation qu'il avait infligée à Lydia pendant des années le rongeait à nouveau. Quand Samuel rentra chez lui ce soir-là, il était hors de lui. Mais quelque chose avait changé. Les enfants n'étaient plus là. Lydia avait envoyé Chidi, Ngozi et Zara chez Neka pour leur sécurité. Et Lydia n'était pas seule. Il y avait 2 policiers dans la pièce. « Qu'est-ce que c'est » cria Samuel. L'un des policiers s'avança. « Monsieur Samuel Okoro, nous avons une ordonnance restrictive. » Et Lydia n'était pas seule. Il y avait 2 policiers dans la pièce. « Qu'est-ce que c'est » cria Samuel. L'un des policiers s'avança. « Monsieur Samuel Okoro, nous avons une ordonnance restrictive. Vous devez quitter ce domicile immédiatement et maintenir une distance minimale de 100 mètres avec Madame Lydia Okoro. » Samuel regarda Lydia avec une haine absolue. « Toi. C'est toi qui as fait ça. » Lydia le fixa du regard, et pour la première fois depuis des années, elle n'eut plus peur. « Je l'ai fait. Et ce n'est que le début. Tu le regretteras. »« Non, » dit Lydia calmement. « C'est toi qui le regretteras. » La police escorta Samuel dehors. Il n'eut qu'une valise de vêtements. Tout le reste devait être partagé légalement. Alors que la porte se refermait, Lydia laissa enfin couler ses larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Après 4 ans de torture, elle était libre. Le procès eut lieu 3 mois plus tard. La salle d'audience était pleine à craquer. La famille de Samuel tentait de le défendre. Les amis de Lydia la soutenaient. Et Julia, assise à la barre des témoins, prête à dire la vérité. Adaez présenta les preuves avec méthode. D'abord les enregistrements. La voix de Samuel emplissait la salle. Chaque insulte. Chaque menace. Chaque mot cruel. Les juges étaient visiblement mal à l'aise. Certains membres de la famille de Samuel ont baissé la tête, honteux. L'avocat de Samuel a tenté de faire valoir que les enregistrements étaient illégaux, mais Adaez était préparé. Dans les affaires de violence conjugale, la victime a le droit de documenter les violences pour sa propre protection. Puis sont arrivés les relevés bancaires. Adaez les a projetés sur un grand écran. 7 millions de Naira étaient surlignés en rouge. L'accusé a systématiquement détourné des fonds du compte conjugal pour financer une liaison extra-conjugale, notamment l'achat d'une propriété évaluée à 20 millions de Naira. Un murmure s'éleva aussitôt dans la salle d'audience. Le juge frappa du marteau, exigeant le silence. L'avocat de Samuel tenta de protester. Mon client avait le droit d'utiliser les fonds du mariage comme bon lui semblait. Adaez rétorqua aussitôt. À l'insu de l'épouse et sans son consentement? Enregistrer des biens au nom d'autrui? Ce n'est pas de la gestion des biens matrimoniaux. C'est de la fraude. Et puis ce fut le tour de Julia. Elle monta à la barre en tremblant. Samuel la fixait avec une intensité meurtrière, cherchant à l'intimider. Mais Julia prit une grande inspiration et commença à parler. Elle lui raconta tout. Leur relation de 2 ans. Ses promesses de la quitter dès qu'elle irait mieux. Les agressions. Les menaces. Il a dit que si j'en parlais à qui que ce soit, il me tuerait. Et je l'ai cru. Samuel se leva en hurlant. Elle ment. Cette garce travaille avec ma femme pour me détruire. Le juge frappa violemment son marteau. Monsieur Okoro, maîtrisez-vous ou vous serez expulsé de la salle d'audience. Mais le mal était fait. Tout le monde l'avait vu. Sa colère incontrôlée. Sa façon d'appeler Julia. Son manque de respect. L'avocat de Samuel a tenté de se racheter. Mon client est bouleversé. C'est une situation difficile. Mais Adaez n'a pas manqué l'occasion. Bouleversé?
Ou affiche-t-il le même comportement violent et irrespectueux qu'il affiche depuis des années? Puis Adaez présenta les photos. Les blessures de Julia au fil des mois. Yeux au beurre noir. Lèvres fendues. Traces de doigts sur les bras. Voici l'homme assis ici. Un homme qui maltraite les femmes. D'abord psychologiquement sa femme. Puis physiquement son amante. Un homme sans contrôle. Un homme dangereux. L'avocat de Samuel fit une dernière tentative. Madame Lydia reste une femme compétente. L'accident ne l'a pas empêchée de travailler ni de s'occuper de ses enfants. Pourquoi devrions-nous croire qu'elle a été si victimisée? C'était l'erreur qu'Adaez attendait. Elle regarda le jury. Parce que la violence n'est pas seulement physique. La violence émotionnelle laisse des cicatrices invisibles. Et le fait que l'avocat de la défense tente de minimiser cela ne fait que le prouver. Il existe une culture de normalisation des abus. De culpabilisation de la victime. De prétention à dire que si elle a subi cela, ce n'était pas si grave. Et puis Adaez fit quelque chose d'inattendu. Elle demanda à écouter un enregistrement précis. Le dernier que Lydia avait enregistré. Celui du lundi précédant le procès. Et quand il commença, le silence se fit dans la salle d'audience. La voix de Samuel, pâteuse, ivre, mais claire. « Tu sais pourquoi je t'ai percuté? Parce que j'ai provoqué cet accident. J'ai coupé les freins de la voiture. Je voulais l'assurance vie. Mais tu n'es pas mort. Tu es resté dans ce foutu fauteuil, et maintenant je dois vivre avec. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les personnes présentes dans la salle d'audience se regardèrent, stupéfaites. La mère de Samuel se plaqua la main sur la bouche, horrifiée. Samuel lui-même blêmit. Il avait complètement oublié cette nuit-là. Il était trop ivre. Il ne savait même pas qu'il avait avoué. Adaez laissa le silence s'installer. Puis il dit calmement, « L'accusé n'a pas seulement maltraité sa femme. Il a tenté de la tuer. Et n'ayant pas réussi, il l'a torturée psychologiquement pendant des années, la rendant responsable d'un accident qu'il avait lui-même causé. » L'avocat de Samuel tenta de parler. Ceci pourrait être inventé. Cela pourrait être modifié. Adaez avait déjà la réponse. Nous avons l'analyse médico-légale de l'enregistrement. Il est authentique. Et nous avons le rapport d'expertise technique de la voiture. Les freins ont été sabotés. À l'époque, cela avait été classé comme un défaut mécanique. Mais maintenant, nous avons les aveux. Ce fut le coup de grâce. Le jury ne délibéra que 2 heures. Verdict, coupable de tentative de meurtre, de violences psychologiques répétées, de fraude conjugale et de détournement de fonds. Peine, 15 ans de prison. Confiscation de tous ses biens pour indemniser Lydia et les enfants. Perte de la garde. Ordonnance de protection permanente. Lorsque le juge frappa du marteau, Samuel s'effondra. Il tenta de crier, mais la police l'emmenait déjà. Lydia se contenta d'observer, silencieuse. Aucun triomphe ne se lisait dans ses yeux. Seulement du soulagement. La justice. Enfin. Les mois suivants furent consacrés à la reconstruction. Avec l'argent récupéré, Lydia investit dans une kinésithérapie intensive. Une nouvelle clinique avait ouvert à Lagos, proposant des traitements de pointe. Elle y allait 5 fois par semaine. C'était douloureux. Épuisant. Mais elle était déterminée. 1 an après le procès, Lydia marchait seule. Elle boitait et avait besoin d'une canne pour les longues distances, mais elle marchait. Les médecins ont parlé de miracle. Mais Lydia savait que ce n'en était pas un. C'était la détermination. C'était la colère transformée en énergie. C'était le besoin de prouver qu'elle était plus forte que tout ce qu'il lui avait fait subir. Et Julia? Julia est retournée à l'université et a obtenu son diplôme. Avec l'aide de Lydia, elle a trouvé un emploi dans un cabinet comptable. Elles sont devenues des amies improbables. 2 femmes, victimes du même monstre, s'entraidant désormais pour reconstruire leur vie. Lydia a commencé à donner des conférences. D'abord devant de petits groupes de soutien. Puis dans des écoles. Puis lors de conférences. Son histoire s'est répandue. Celle d'une femme qui a non seulement survécu à des abus, mais qui s'est aussi relevée de son fauteuil roulant pour vaincre son agresseur. Lors d'une de ses conférences, devant un auditorium de plus de 500 personnes, Lydia a dit quelque chose que personne n'a jamais oublié. Briser une femme ne la détruit pas. Parfois, ça la rend juste bien plus forte. Parce que quand on touche le fond, on découvre que le fond est solide. Il est rocailleux. C'est dur. Et on peut se relever. Samuel a essayé de me briser. Il a coupé mes freins. Il m'a mise dans un fauteuil roulant. Il m'a insultée. Il m'a humiliée.
Il m'a fait me sentir petite. Mais vous savez ce qu'il n'a pas pu faire? Il n'a pas pu briser mon moral. Et au final, c'est moi qui l'ai brisé. Le public s'est levé pour applaudir. Mais Lydia n'avait pas fini. Et à toutes les femmes ici qui vivent une situation similaire, qui sont maltraitées, contrôlées, rabaissées, vous êtes plus fortes que vous ne le pensez. Documentez tout. Cherchez de l'aide. N'ayez pas honte. Et sachez qu'il y a des gens prêts à vous soutenir. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Lydia dirige une ONG qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Julia y travaille comme gestionnaire financière. Ensemble, elles ont aidé plus de 200 femmes à échapper à des situations de violence. Shidi étudie le droit à l'université, suivant les traces d'Adaez. Ngozi veut devenir médecin. Zara, aujourd'hui âgée de 13 ans, dit vouloir ressembler à sa mère quand elle sera grande. Et Samuel? Il est toujours en prison. Il a tenté de faire appel de sa condamnation à 3 reprises. À chaque fois, il a essuyé un refus. Sa famille, honteuse, a coupé tout contact avec lui. Le cabinet d'avocats où il travaillait a déclaré publiquement qu'il n'avait jamais représenté les valeurs de l'entreprise. Il a tout perdu. Absolument tout. Mais cette histoire ne parle pas de lui. Elle ne l'a jamais été. Elle parle de Lydia. De Julia. De toutes ces femmes qui refusent d'être victimes à jamais. De la force de se relever, même quand tout le monde vous dit que vous êtes brisé. Car la vérité est la suivante, briser une femme ne la détruit pas. Cela révèle seulement ce dont elle est vraiment capable. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la. Si vous vivez une situation similaire, sachez qu'il existe une solution. Et si vous avez été aussi touché que moi par cette histoire, laissez un commentaire avec le message « Lydia a gagné ». Car des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées. Elles doivent être entendues. Elles doivent inspirer d'autres femmes à trouver leur propre force. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé lorsque la famille de Samuel a tenté de poursuivre Lydia pour aliénation parentale, après son arrestation, aimez cette vidéo. C'est une histoire à suivre. Et je vous garantis que vous ne voudrez pas la manquer.